Bonjour et bienvenue dans Impact, le pouvoir du voyage. Ce podcast, tout comme un voyage, se vit en mouvement. Je suis Pierre Donnel, chef concierge d'un très grand hôtel à Paris et depuis plus de 20 ans, je rencontre des personnalités qui m'inspirent et que j'ai souhaité aujourd'hui partager avec vous à travers des rencontres exclusives. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par une personnalité incroyable et dans un lieu qu'il a choisi lui-même et qui est absolument fabuleux, que vous allez découvrir dans quelques instants. Cette personne a découvert l'hospitalité et l'hôtellerie par hasard il y a 25 ans et a souhaité créer un nouveau concept, une nouvelle vision qu'il n'arrivait pas à trouver. C'est cette vision du voyage par la transformation que nous allons explorer aujourd'hui avec lui et je suis ravi de débuter cet épisode avec vous. Comment allez-vous ? Plutôt bien, plutôt très très bien. Merci en tout cas de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Vous êtes toujours en itinérance à travers le monde. Et aujourd'hui, on prend un tout petit peu de temps pour discuter. Et j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de l'histoire de ce lieu que vous avez investi il y a quelques années maintenant. Oui, il est arrivé par hasard. Je ne cherchais absolument pas un deuxième appartement dans Paris. Et j'ai une amie qui est rentrée dans cet appartement et qui m'a envoyé un message en me disant « cet appartement est pour toi ». Elle est architecte, lui avait demandé de venir regarder s'il n'y avait pas des petites choses à changer. Et elle m'a envoyé des photos. Moi, j'étais scotché au Japon pendant le Covid. Et je lui ai dit « écoute, dès que je rentre, je viens visiter ». Je suis arrivé et j'ai fait la danse des 7 voiles aux personnes qu'il y avait pour qui disent oui. Et voilà, on s'est retrouvés ici, on a fait les travaux. Et c'est devenu un peu une sorte de cabinet de curiosité de tous les voyages que je peux avoir dans le monde. Oui, il y a beaucoup d'objets autour de nous. Mais qu'est-ce qui fait que cette amie ait pensé à vous quand elle est rentrée dans cet appartement-là ? Parce que visiblement, vous ne cherchiez pas un autre appartement. Non, elle l'a ressenti. Je pense qu'on est tous dans la même énergie et elle me connaît bien par amitié. Elle est membre de 700 000 heures depuis le début. Quand on est devenu 700 000 heures Impact, elle était là aussi. Elle suit avec beaucoup d'intérêt tout notre travail et ce lieu lui a parlé. Et il nous manquait peut-être une sorte de je sais pas, de trailer, un endroit où on pourrait juste partager l'émotion que l'on fait vivre à l'étranger à des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, c'est un lieu dans lequel on organise énormément de dîners pour présenter notre travail. Et je sais pas, c'était une évidence pour elle, ça l'a été pour moi et j'ai le sentiment que ça l'a été aussi pour vous, non ? C'est un point d'ancrage pour vous dans le monde ? Parce que vous êtes partout et nulle part. Mais finalement, ça vous permet d'avoir un point dans Paris, qui est votre ville de cœur, d'adoption, pour pouvoir accueillir. Alors, vous parliez d'accueillir du monde. C'est quoi ? C'est des amis d'amis Non, aussi les membres de 700 000 heures Impact qui, quand ils passent à Paris, peuvent venir faire des réunions ici, peuvent organiser des dîners, peuvent... je ne sais pas si c'est un point d'ancrage ou juste un lieu qui me permet de garder vivants tous les souvenirs vécus. Quand je pose mon regard sur chaque objet, l'histoire qui est derrière, je la connais et l'émotion de ce moment m'est renvoyée. Que ce soit de la douceur, que ce soit de l'amour, que ce soit juste du don ou une histoire absolument abracadabrante. Voilà, tout ça est vivant parce qu'à exposer. Ce qui ne le serait pas forcément par des photos, par un film ou dans une pièce quelque part. Donc c'est un lieu qui reprend un peu et qui s'enrichit, qui reprend tout ce que l'on a vécu et qui s'enrichit de toutes les nouvelles aventures.
On pourra faire un petit tour après Et bien sur sûr, oui. certains Oui, oui. objets. Super. Ouais, je les regarde, j'arrête pas d'avoir les yeux comme ça, mais parce que c'est à chaque fois, il y a des choses qui arrivent comme ça. Si on revient sur votre parcours, on parlera de 700 000 heures impact forcément, puisque c'est l'aboutissement aujourd'hui de votre parcours. Avant l'hospitalité et avant Daralam, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Thierry? Il se passe du théâtre. J'ai créé une compagnie de théâtre, voilà, et déjà itinérante, puisqu'on était dans toute la France, et puis déjà différente, puisque le but était d'apporter le théâtre le sortir des lieux clos des théâtres pour Déjà à amener, l'époque. ouais, déjà faire le pas de côté, et la différence, on le retrouve un petit peu partout. C'était des promenades théâtrales dans des jardins, c'était des soirées de théâtre aux chandelles dans des châteaux, c'était des sortes de marathons de théâtre de midi à minuit, d'où le nom de la compagnie, dans des villes, et les spectacles se succédaient toutes les heures. C'était assez une aventure humaine assez étonnante. Et de là est partie l'envie quand même d'accompagner les gens de théâtre, et du théâtre, je suis arrivé au monde de la communication pour essayer de promouvoir le théâtre auprès des entreprises sur une base d'un côté, nous avons des entreprises qui ont besoin de nouveaux outils de communication. De l'autre, nous avons des théâtres qui recherchent toujours de nouvelles formes de revenus pour garder leur autonomie de création. Pourquoi ne pas les faire se rencontrer alors qu'ils ne parlaient pas les mêmes langages? Donc, je crois que pour le monde de l'entreprise, je suis un saltimbanque, et pour le monde du théâtre, je suis un entrepreneur. Donc, c'est assez drôle d'avoir cette double casquette. Et donc, j'ai monté un groupe de communication dédié au théâtre. Et puis, nos clients nous ont fait évoluer, nous ont emmenés à l'étranger, à l'hospitalité. Et je me suis retrouvé confronté à des hôteliers. Voilà, le moment charnière qui est apparu avec cette réalité qu'un hôtel a des règles, une organisation, et que quand vous arrivez avec quelque chose qui sort de la boîte prévue à cet effet, on a tous, même dans nos vies personnelles, le côté... J'arrive après un vol de nuit, je voudrais avoir ma chambre, prendre une douche, le check-in est à 15h. On l'a tous vécu, on se réveille parce qu'on était épuisé un peu tard, le petit déjeuner, il est fini, mais c'est pas grave, on a les restes du buffet qui est servi en chambre. Non, pas dans tous les hôtels, il y a des grands établissements. Et non, mais en fait, je peux comprendre que l'organisation soit importante, mais on oublie à chaque fois le client. Et donc, moi, je me retrouvais avec des personnes en face de moi qui me disaient non, alors que je leur demandais juste de me trouver des solutions. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas? Oui, donc. Pourquoi pas devenir à mon tour hôtelier, même si j'ai cassé tous les codes de l'hôtellerie, et on va en parler sûrement. Bien sûr. Mais pourquoi ne pas me mettre à la place et essayer de trouver des solutions en gardant le client au centre? Et donc, Daralam arrive à ce moment-là, il y a 25 ans, je crois, à peu près. Bientôt, oui. Un peu en réaction, finalement, à tout ce que vous avez vécu complètement dans en vos réaction. différentes expériences dans les hôtels. Comment il arrive dans votre vie Il arrive aussi, alors, c'est pas que du contre. Non, je n'ai pas dit contre, je dis non, plus mais en réaction. En réaction. Ouais. Positif ou négatif, mais c'est véritablement en réaction. Vous avez cette réflexion de dire, pourquoi c'est pas possible? Même dans les hôtels les plus luxueux au monde, il y a quand même des carcans qui parfois peuvent être assez rigides. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y avait toute cette partie-là, donc venant de mon expérience professionnelle, et il y avait aussi mon expérience personnelle, père de 4 enfants. Vous voyagez avec 4 enfants, mais où est-ce que vous êtes bien accueilli dans un hôtel avec 4 enfants jeunes? C'est sûrement pas par le staff qui voit la tornade arriver, absolument pas par les autres clients qui eux n'ont pas envie d'être emmerdés quand ils font la sieste. Donc personne n'est bien, et du coup vous ne vivez pas bien le moment non plus. Vos enfants ressentent la tension de tout le monde. Enfin bref, il y a quand même aujourd'hui plus d'hôtels
dans le monde qui autorise les animaux de compagnie que les enfants. Ah oui. Enfin, Ouais. on est bien là. Oui, on a vu depuis quelques années le développement des adult-only hôtels. Non, mais ça C'est... devient un terme marketing, le adult only. Mais adulte à quel âge? Oh. Hum. Moi, les plus gros problèmes que j'ai dans mes C'est pas avec les établissements, enfants. ce sont pas les enfants, hein, ce sont des adultes qui se conduisent absolument mal. Donc, je comprends pas la démarche. Sans compter que l'hospitalité part du cœur, et déjà dire que les enfants ne sont pas inclus, compliqué. De mon point de vue, hein. Et après, je voudrais qu'on m'explique comment on met la limite. Est-ce que 12 ans, c'est la limite? Parce qu'il y a des hôtels, c'est jusqu'à 12 ans, il y a d'autres, c'est à 16 ans, d'autres à 18 ans. À quel âge et pourquoi? Et donc, Dar Alam arrive. Donc, Dar Alam arrive avec... je vais créer l'endroit où j'aurais bien aimé passer mes vacances avec mes enfants. C'est un endroit que vous créez de toutes pièces, qui existe déjà? Non, c'est une casbah familiale en ruine que l'on reprend. Ça existe, mais il n'y a pas grand-chose. Ah, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a une tour qui est en train de tomber. Il y a, dans les casbahs en terre, sont des troncs de palmier et puis du roseau et de la terre pour faire les sols. Donc le palmier est en bois souple. Donc ça veut dire qu'on passe en marchant et on fait ça. Et donc j'ai commencé à expliquer que on allait faire passer des tuyaux, des canalisations d'eau, éventuellement quelques baignoires, des choses comme ça. On m'a dit non, ça va pas être possible. Ouais. Non, donc il a fallu. Mais comment vous découvrez le lieu? C'est vraiment ça, en fait. Là, tout à l'heure, on a parlé de la découverte de cet appartement. Est-ce que c'est un peu pareil pour Dar Alam? C'est par hasard? C'est quelqu'un qui vous en parle? Non, là, on l'a vraiment cherché. J'ai eu la chance, alors ça c'est il y a très très longtemps, par cette agence de communication et d'événements, une femme vient nous présenter une maison à louer dans la palmeraie de Marrakech. Je m'en rappellerai toujours, c'était une villa qu'on pourrait imaginer de star. Juste avant nous, dans cette maison, il y avait eu deux acteurs célèbres d'Hollywood, un couple qui avait loué toute la maison. Nous, au prix de la maison, on avait joué un peu la surenchère, donc on était 5 familles avec des enfants partout, on avait rajouté des matelas, enfin, parce qu'on pouvait pas se la payer, donc on était un peu hors norme sur le séjour, mais il y avait dans cet endroit une sorte de préscience où il y avait un peu d'événementiel à l'intérieur, où il y avait une mise en scène au fond du jardin pour un dîner, ou une activité avec un pique-nique dans la palmeraie qui n'était pas ce qu'elle est devenue, hélas, aujourd'hui. Et il y avait tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne qui réussit à nous faire vivre des moments magiques sans avoir, à la base, la connaissance que nous, on peut avoir puisque moi, j'arrivais du théâtre et de l'événement, donc de la mise en scène et de l'expérience, mais avec ces deux compétences-là, si on les adapte à l'hospitalité, on peut faire un truc de malade. En fait, ça peut être vraiment une émotion. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, why not? J'ai pas vraiment réfléchi, j'ai sauté à bord du projet et ensuite, je me suis rendu compte de ce que l'hospitalité demandait réellement. Donc, on a dû travailler un peu fort. Ça a fait combien de temps? Les travaux, assez vite, 13 mois. Ok. Entre le premier coup de pioche et l'arrivée des premiers clients. Malgré l'isolement. Malgré l'isolement, malgré le fait qu'on m'a expliqué que, en fait, on allait devoir détruire la casbah et la reconstruire complètement. D'accord. Ce que vous avez fait? Oui. Oui. Et le fait que je connaissais absolument rien. Ni en travaux, ni en travaux, c'est toujours la même chose. Si, je m'y connais en travaux. J'ai refait une maison à Paris, bien sûr que non. On n'y connaît rien en travaux de terre au milieu du désert, c'est évident. Dans cette société de communication et d'événements, j'avais toujours des clients qui me disaient non mais attendez, je connais très bien votre métier, j'ai organisé la communion de ma fille. Voilà, on est toujours toujours avec les mêmes réflexions. Et non, ça c'est plutôt. Les travaux sont plutôt bien passés.
à partir du moment où vous acceptez de doubler le budget comme tous les chantiers. Et voilà, non, ça c'était bien. Après l'arrivée des premiers clients, ça a été quelque chose. Parce que, Qui sont vos premiers clients à ce moment-là? des clients du monde de l'événement, des personnes qui nous Que vous connaissaient absolument. Au début, j'avais commencé par privatiser, juste. C'était la Casbah dans son ensemble. Et très vite, les personnes qui sont venues à titre pro, qui ont montré les photos chez eux, m'ont rappelé en disant, alors, j'ai un petit problème à la maison, là j'ai toute une famille qui veut venir. Il faut absolument, absolument que vous ouvriez en hôtellerie normale. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est là que toute la conception d'une hospitalité différente avec aucune des règles existantes aujourd'hui dans l'hôtellerie de valide à l'intérieur de cet endroit est arrivée. Pas de clé sur les portes, pas de check-in, pas de check-out, pas de front desk. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a rien. Il n'y a pas un panneau d'information, il n'y a pas un document écrit, un menu. On met les personnes dans une sorte de tension où ils se perdent au début, qui les amène à lâcher prise par rapport à l'endroit. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez en leur faisant perdre leur repère? Qui s'ouvrent. Parce que sinon, ils vont rester connectés à leurs problèmes, à leur quotidien, et ils ne vont pas être là pour retrouver ceux qui sont venus chercher. Parce qu'en fait, c'est quoi le but d'un voyage? Et comment moi, je peux les rendre heureux s'ils ne sont pas ouverts à ça? Vous parlez d'expériences régénératives. Oui, mais même régénérative, même pour soi. Enfin, la personne qui va refuser une expérience, quelle qu'elle soit, une balade pour un déjeuner au bord de la rivière qu'on va lui organiser à titre personnel, parce qu'il a envie de terminer sa série sur son transat à la piscine avec la tête sous une serviette. Ouais, c'est son choix. Bien, oui, de moins en moins. Oui. De moins en moins, parce que du coup, on n'est pas adapté pour eux. Et on vient pas par hasard? On vient plus par hasard? On ne venait plus par hasard, et puis tous les prix qu'on a pu recevoir ont fait qu'on est passé dans une colonne à checker. Vous voyez, et du coup, il y a des personnes qui arrivent pour pouvoir dire « je suis allé à Dar Alam ». Généralement, ils disent « j'ai fait ». Le truc, t'as fait le Mexique, t'as fait le Maroc, t'as fait voilà. Ouais, j'ai fait Dar Alam. Mais ils l'ont pas vraiment fait. Ils sont passés à côté. Donc l'idée, c'est comment faire en sorte que il y ait une vraie relation à l'autre qui s'installe. On parle beaucoup en hôtellerie d'une industrie de service. Moi, je trouve que l'hospitalité, c'est la relation à l'autre. C'est une relation d'échange. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à donner dans cet échange? Bien sûr. Si c'est venir une nouvelle fois pour prendre, on va revenir sur des symboles d'une industrie qui a extrait la richesse sans vraiment la répartir. Le mot-clé dans ce que vous dites, c'est l'industrie. Ouais. On parle d'industrie d'hospitalité, d'industrie d'accueil ou industrie de tourisme. Et ça peut pas. Vraiment... Oui, voilà. Ça peut pas. Ça ne devrait pas. Ça n'aurait jamais dû être. Enfin, je sais pas, recevez 100 personnes chez vous et puis vous allez voir si vous... Non, l'hospitalité, c'est comment individualiser cette relation. C'est qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre plus heureux. Je vous vois en souffrance, je vais pas vous soigner, je peux pas vous soigner. C'est pas mon rôle, mais en revanche, je peux vous accompagner et je peux adoucir le moment. Essayer de devancer un désir ou d'accompagner le mouvement. C'est beaucoup plus subtil que vendre une chambre ou un repas. Nous, on ne vend pas de chambre, on ne sait pas faire. Mais en revanche, là où vous êtes, il n'y a pas d'autres clients. Non pas parce qu'on ne les aime pas. C'est juste parce que ce moment-là, vous avez le droit de le vivre comme vous le voulez. Avec les gens que vous aimez. Donc, si moi j'arrive avec mes enfants à côté, je vais un petit peu le gâcher ce moment.
On voit bien, quel que soit le moment, il y a une tension tout de suite. Vous êtes les premiers dans un restaurant, vous vous appropriez l'endroit, d'accord? Et quelques secondes après, d'autres personnes arrivent dans le restaurant, c'est plus la même chose. C'est quelque chose qui a la magie est cassée. Donc chez nous, là où vous êtes, il n'y a pas d'autres clients. Et on change d'endroit tous les jours. C'est-à-dire qu'on va petit à petit vous habituer à découvrir des surprises, à lâcher prise. Si on vous dit tous les jours le repas il est de telle heure à telle heure à tel endroit, mais la réalité c'est que, et vous le savez aussi bien que moi là-dessus, c'est un couple dont c'est le premier week-end en amoureux et ça va être l'amour de leur vie. Vous pouvez leur servir les pires biscottes au petit déjeuner. Ils vont parler pendant des années avec des trémolos dans la voix. Limite une petite larme en disant « mais ces biscottes, c'est les meilleurs ever ». À l'inverse, il y a eu une dispute la veille. D'accord, vous avez terminé en dormant dans la salle de bain, dans la baignoire, avec un oreiller et vous décidez de vous séparer. Je peux lui faire les pieds au mur et vous servir le plus beau des petits déjeuners de la Terre. Il va avoir du mal à passer celui-là. Donc, on fait de l'hospitalité sans tenir compte de la personne puisqu'on met des règles qui sont communes à tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ce qu'on essaie de changer. Et quand on s'est rencontrés il y a quelques jours, par hasard, on a rencontré aussi une de vos amies, une de vos clientes qui vous suit beaucoup. Et elle a raconté une expérience incroyable dans le projet 700 000 Impact, dont on va parler juste après, justement sur une expérience un peu disruptive, parce qu'il y avait un superbe dîner d'organiser sur le lac de Caume, où il a plu à torrent. Et ça a gâché d'une certaine façon l'expérience, mais finalement, c'est une expérience mémorable pour elle et avec un côté extrêmement positif, parce qu'elle a en mémoire tous les détails et tout le déroulé de cet événement. Et c'est hyper intéressant. On sent que ça l'a touchée au plus profond d'elle-même, en fait. Et visiblement, c'était aussi une période difficile. Donc, voilà, dans l'hospitalité, il y a quelque chose que vous apportez par plein de petites touches. Qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui dans ces projets ? Les rencontres avec les communautés, c'est sûr, et le fait d'être cette connexion entre une communauté qui décide d'accepter de partager quelque chose, parce que ça doit partir d'eux, des personnes qui viennent pour travailler et être le lien, et des personnes qui viennent recevoir et découvrir, des voyageurs. Et il y a cette réunion et cette relation entre tout le monde, c'est ça qui est formidable, parce qu'on crée des conditions. Pourquoi cette femme a été touchée? Uniquement parce que le truc, il était gâché, mais on n'allait pas gâcher son rêve de soirée merveilleuse. Donc, on a trouvé un moyen différent de lui faire vivre autre chose. Magnifique. Il y a quelqu'un qui l'a très, très bien fait et qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon d'aborder l'hospitalité, c'est René Redzepi. Avec le Noma. Il était à Tulum avec son pop-up et ils avaient, avec des pluies tropicales, donc ils avaient un process en cas de pluie où ils avaient un plan B pour ramener tout le monde et en apportant des choses supplémentaires. Et en fait, quand il ne pleuvait pas, à la fin, comme tout le monde savait qu'il y avait un truc spécial pour la pluie, les clients qui n'avaient pas de pluie étaient presque déçus qu'il n'y ait pas la pluie. Et j'ai trouvé cette remarque remarquable de dire, mais ce n'est pas parce qu'il y a un élément contraire qu'il faut qu'on gâche tout. Enfin, la pluie, ok, ça, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas une vérité, il y en a plein. Et le moment, ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il ne peut pas être quelque chose d'autre. Alors oui, ça complique l'organisation, mais l'organisation, c'est nous. Ce ne sont pas vos vacances. Donc les vacances, vous profitez, et nous, on gère ça, et quel que soit l'élément contraire qui va arriver, on va le tourner en énergie positive pour vous. Et c'est ça qui l'a marqué. Parce que ça me rappelle un sujet qu'on a abordé lors de notre rencontre également il y a quelques jours, c'était sur la saisonnalité et le fait qu'il y a des basses et des hautes saisons que vous n'acceptez pas. Et finalement, tout au long de l'année, vous arrivez à trouver un intérêt ou en tout cas un highlight, pour parler vulgairement en anglais, sur le mois de janvier, le mois de février ou le mois de mars, qui ne sont pas naturellement des hautes saisons sur le Maroc, en tout cas sur la destination d'Aralam. C'est très réfléchi et en même temps, ça devrait être complètement naturel. C'est une évidence.
Si on prend des normes touristiques, on va avoir une basse saison. Ça va être, par exemple, après les fêtes de Noël, donc avant que le printemps arrive. Et il y a cette période-là, donc ils vont appeler ça basse saison. C'est la période des amandiers en fleurs. Non, mais c'est juste magique, les amandiers en fleurs. S'il y a bien un moment de l'année où il faut venir nous voir, c'est pendant les amandiers en fleurs. Il y a l'Atlas qui est enneigé. L'air est pur avec un bleu éclatant. Le printemps est déjà là. Donc, il y a du vert fluorescent partout avec toutes les cultures qui poussent. Et au milieu, il y a ces arbres, mais qui débordent de fleurs roses et blanches. Odorantes par rapport aux cerisiers, parce que quand vous allez faire le Japon, pour checker la saison des cerisiers en fleurs, un cerisier en fleurs n'a pas d'odeur. Et en revanche, il y a beaucoup de touristes autour. La vallée des amandiers dans laquelle on va vous emmener, il n'y a pas une personne qui vienne. Vous pouvez marcher pendant des heures sans croiser personne, entouré d'amandiers. Et simplement, à la fin de votre balade, on a dressé une table dans un jardin d'amandiers. Vous allez avoir un déjeuner juste pour vous à cet endroit-là. Et c'est magique. Mais c'est pas basse saison. C'est pas, on va pas s'excuser de vous offrir un des moments les plus beaux de l'année. Si vous venez, alors vous dites oui, alors le désert, l'été, il fait un peu chaud, c'est vrai, mais dans une oasis, il fait toujours un petit peu plus frais déjà. Mais on vous met un lit dans le jardin ou sur les toits et vous dormez à regarder, je ne sais pas, regarder la Voie lactée et avoir une pluie d'étoiles filantes. Puis au mois d'août, c'est ça, ou en juillet, ça va être aller cueillir les figues gorgées de soleil sur les arbres. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas, vous, personnellement, mangé un fruit cueilli sur un arbre? Et en fait, c'est ça que l'on offre. Ouais, c'est juste l'émotion. revenir à une émotion, à un plaisir simple, mais que l'on va juste mettre en scène, mais pour s'effacer, pour que le moment reste le vôtre. Et donc arrive le projet 700 000 heures, puis 700 000 heures impact. Ouais. Combien de temps? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, racontez-moi un peu la genèse, bien sûr, mais surtout, c'est quoi 700 000 heures impact aujourd'hui? C'est un hôtel itinérant, c'est le seul, a priori, dans le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette folie? Mes clients. Toutes ces personnes qui me font la gentillesse d'aimer ce qu'on fait. À Dar Alam? Ouais. Qui ont envie de continuer dans le même type de générosité et d'hospitalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une liberté chez nous que l'on n'a nulle part, puisque vous pouvez manger à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, ce que vous voulez, et on danse avec vous. C'est une sorte de ballet permanent, de surprise, de jeu, d'émotion. Il dit, mais oui, moi je veux ça à nouveau, parce que la fois d'après où vous repartez dans un hôtel classique, c'est compliqué. Bah oui, c'est un peu comme si vous avez passé un mois sans chaussures, quand vous remettez vos chaussures pour aller travailler le premier jour. Voilà, bah c'est un peu le même sentiment de devoir re-rentrer dans une hôtellerie qui a oublié peut-être un petit peu l'hospitalité et ou qui a été contrainte, même si on a conscience, qui a été contrainte de mettre des règles plus strictes. Donc on a d'un côté toutes ces personnes-là qui ont envie de revivre ce type d'hospitalité, et de l'autre, nous qui essayons de convaincre de nouveaux clients de revenir tous les ans à Dar Alam ou sur un Memory Road. Et c'est beaucoup d'argent, de temps, d'énergie. Ça a commencé quand? Ça a commencé il y a 7 ans. Et on a fait 10 ouvertures en 7 ans. Oui, on n'a pas chômé. Hein. J'avais beaucoup moins de cheveux blancs et j'avais l'air moins fatigué, je pense. Vous avez une équipe? Très très petite. Après, en fait, il y a toute une communauté de personnes qui adorent ce projet, mais ce sont des projets qui sont un petit peu usants. Et donc, ce sont des personnes qui vont venir pour faire une destination et qui vont repartir, ou qui vont dire, qui m'appellent en me disant, l'an prochain, je peux te donner 6 mois. Ou l'an prochain, je vais rien te donner du tout. Compte pas sur moi s'il y a des choses. Ou c'est quoi tes destinations pour l'an prochain? On vient, on donne, parce que alors là, pour le coup, déjà qu'il n'y a pas de règle à Dar Alam, là, c'est une page blanche permanente où on essaie d'organiser une non-organisation, puisque le projet évolue entre le premier jour et le dernier. Le projet évolue au rythme de la communauté.
Donc forcément, il est nourri différemment et tout évolue. Les plats que l'on sert, les expériences que l'on propose, que l'on fait vivre, tout change. Une rencontre avec un artiste fait qu'on va l'intégrer, alors qu'au début, on ne l'avait pas du tout prévu. Et tout est comme ça. Donc ça veut dire qu'on est en éveil permanent pour enrichir un projet avec la communauté. Et C'était quoi la première destination? on était dans le Salento, dans le sud des Pouilles, sud des Pouilles, tout à fait en bas. Il y a Santa Maria de Leuca, qui est le dernier village où il y a les deux mers qui se rejoignent. Et on était juste au-dessus, à Galliano del Capo, dans un Ça ancien... arrive comment, un projet comme ça? Parce que j'imagine qu'il y a cette idée qui commence à germer. Ouais. Et puis, bah, encore une fois, c'est un rendez-vous. Il y a un truc qui se passe. En fait, on arrive dans le Salento parce qu'il y a tous ces clients qui aimeraient avoir d'autres expériences. Et je me dis, mais pourquoi on ne les suivrait pas? Pourquoi un hôtel devrait avoir 4 murs et un toit, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas plus une philosophie d'hospitalité, d'accueillir, et est-ce qu'elle n'est pas la même partout? Et sur la route de mémoire, on a déjà commencé à travailler avec des communautés. À Dar-es-Salaam, on a déjà commencé à travailler avec les personnes qui nous entourent. Et si on allait à la rencontre d'autres cultures, et pourquoi on ne pourrait pas accueillir de la même façon dans des endroits autres? Et voilà. Ça part d'une volonté de vous nourrir personnellement, d'avoir un impact sur les communautés qui vous accueillent, parce que c'est elles qui vous accueillent d'abord, pour le faire découvrir à un plus grand nombre et certainement à un public de fidèles, visiblement, parce que c'est des personnes qui aussi vous nourrissent à produire des nouveaux projets. Oui, ils nous poussent. Ouais. Ils nous poussent, ouais. Il y a beaucoup de choses derrière. En fait, si je dois réellement être honnête, et je pense que c'est le but, hein, au début, je voulais aller vers les communautés, mais je suis arrivé avec mes idées sur les communautés. Et donc j'arrivais avec ce projet et on leur transmettait ce projet et c'était super bien. Et je me flattais de tous ces résultats que l'on avait. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas en quelques mois réellement travailler avec ces personnes. On ne peut pas ancrer les projets dans la durée. On ne peut pas parler de régénération si ça vient de nous. La régénération doit à la base partir d'eux. Enfin, là, j'ai participé à un débat il y a quelques jours où ils disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les communautés? Comment on peut... Mais vous leur avez demandé d'abord si elles voulaient. Enfin, peut-être qu'elles ne veulent pas, tout simplement. Et c'est quelque chose d'assez important de changer le prisme par lequel on arrive à l'intention. Après, il y a le process. Ce ne sont pas nos process, ça doit rester le leur. Il y a beaucoup de personnes qui vous expliquent qu'elles aident une communauté. Oui, mais aider, on ne doit pas faire pour, on doit faire avec. Et si eux l'acceptent, exactement comme en hospitalité, on doit faire avec et proposer, mais on ne peut rien imposer, c'est la même chose. Donc, je crois que j'avais envie, d'abord j'avais envie de partir à la rencontre de toutes ces cultures. Donc, il y avait cette envie-là. Ensuite, encore une fois, le pas de côté, dire qu'on crée un hôtel itinérant, c'était assez... ça m'amusait. Il y avait un côté espiègle, ce n'est pas possible. Bah si, c'est possible. Un hôtel sans clé, ce n'est pas possible. Bah si, c'est possible. Vous voyez, on peut le faire. Je reste persuadé que quand on dit que ce n'est pas possible, c'est là où ça devient intéressant de gratter pour changer et apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à tous ces projets qui sont très concrets, puisque Dar-es-Salaam, ça existe depuis 25 ans, 700 000 heures impact, ça existe depuis 7 ans, vous devenez vous-même une source d'inspiration pour l'hospitalité, pour une certaine forme d'hospitalité? Moi, j'ai voyagé dans un hôtel de chaîne il n'y a pas très très longtemps, dans les Caraïbes, et vous parlez d'un hôtel sans clé, bah, typiquement, il n'y avait pas de clé. Et quand on arrive, c'est hyper perturbant. Alors, on peut fermer de l'intérieur, ce qui n'est peut-être pas le cas pour vous, pour l'intimité, mais c'est vrai que les premiers instants, et très vite, ça nous permet d'avoir une liberté
assez incroyable. C'est l'inspiration. Je pense que je suis arrivé à la legacy, oui. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience forcément de Bien ça, sûr. mais j'ai pris conscience du devoir que j'avais de transmettre les résultats de tous ces travaux quelque part. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur l'hospitalité pour réenchanter hospitalité. Unlocking, hospitalité, ça va être mes 12 clés. J'ai synthétisé ma vision de l'hospitalité en 12 clés. Voilà, si elles peuvent inspirer, si elles peuvent inspirer, je serais ravi. Oui. Mais au-delà de la transmission, là, c'était vraiment dédié, d'une part, changer l'équilibre en disant, cette fois, ce sont les personnes qui vont nous suivre. Et pas nous attendre qu'elles viennent à un endroit précis. Et d'autre part, il y avait vraiment cette volonté d'aller au contact de ces communautés dans différentes cultures et de voir comment on pouvait les accompagner. On peut parler, par exemple, d'un projet en cours, oui, prochaine bien sûr. destination. Par exemple, comment vous la choisissez? Et vous parliez d'impact sur la communauté. Ouais. Donc, de leur laisser le choix de dire oui ou de dire non. Comment ça se caractérise? Alors, il y a eu un moment charnière Ouais. qui est passé de 700 000 heures à 700 000 heures impact. Après le Covid, je me suis rendu compte que toutes mes belles promesses, en fait, elles ne suivaient pas. C'est-à-dire qu'on arrivait, on créait tout, c'était génial, on assurait le suivi et à un moment donné, ça tombait. J'ai donné un exemple horrible avec une culpabilité vraiment très importante. Au Cambodge, on avait des maisons flottantes sur un lac. On était allé voir une communauté sur le lac Tonlé Sap. On avait convaincu des familles de travailler avec nous. On a restauré leurs maisons. On a tiré les maisons hors du village et on en avait fait des lieux d'hébergement. Et ça a été un moment merveilleux pendant la saison où nous y étions. Ensuite, on a signé des partenariats avec différents agents de voyage pour que le travail continue avec eux, puisqu'ils pouvaient le faire. Et le Covid est arrivé. Et pendant le Covid, il y avait beaucoup moins de clients, puisqu'il n'y avait plus que des clients locaux qui habitaient là. Et il y a une des 3 familles, le chef de famille s'est dit, mais il n'y a plus assez de revenus pour 3 maisons. Et la solution, c'était qu'il n'y ait plus qu'une maison, donc il a coulé les 2 autres. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une communauté qui vivait paisible, on a apporté quelque chose qui a ruiné les relations entre les familles, au sens propre du terme. Et je dis, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est encore une fois, nous qui arrivons avec nos idées sur ce qu'il faut faire, mais ils n'en avaient peut-être pas besoin. Donc, j'ai demandé à une personne en particulier que j'ai rencontrée à ce moment-là, parce que je me posais beaucoup de questions. J'ai rencontré Diane Binder, qui a une société qui s'appelle Régénopolis, qui a eu la gentillesse de me dire que j'avais tout faux. Qu'il a dit dans des termes choisis, on va dire. C'est assez dur pour que ça fasse mal, mais pas trop pour que je continue de lui parler. Et on a tout repris à la base. On a dit, l'intention est là, mais tu le fais à l'envers. Donc, on a tout repris et j'ai compris que c'était un process qui devait être très lent. Je veux toujours aller trop vite. Et là, c'est pas moi qui dois donner le tempo. Ça doit venir d'eux. Donc, le prochain projet, pour répondre à votre question, devrait, parce qu'on n'est pas encore certain de la faisabilité, devrait être au Rwanda, dans un endroit qui s'appelle les Twin Lakes, avec un village entier, dans lequel il y a un artiste qui est venu créer une résidence d'artistes. Donc, une communauté qui est habituée depuis des années à recevoir des artistes. Il y a certaines cases qui deviennent des galeries ouvertes pour la population. Et il y a déjà eu, grâce à cet ami rwandais artiste, il y a déjà eu des spectacles avec la population. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais tu vois, ce qui est intéressant, toi tu fais des spectacles, mais il pourrait y avoir de l'hospitalité à l'intérieur. Il ne comprenait pas, donc je lui ai montré des choses comme celles que vous avez vues au début, des choses qu'on peut faire avec une population, au cœur d'une population locale. Et il est allé leur proposer que l'on crée la première expérience immersive d'hospitalité. Dans cette communauté. Exactement, c'est un Sleep No More, comme Punch Drunk a pu le créer à New York, mais
avec l'hospitalité à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez croiser une population qui, à n'importe quel moment, va suivre un script pour interagir avec vous, mais vous ne le savez pas. Donc, vous ne savez pas s'ils vont partir au chant ou s'ils vont chanter ou danser avec vous. Et on va faire les tests là dans quelques semaines. Les derniers, alors, ce ne sont pas des répétitions, ils répètent déjà depuis plusieurs mois, mais c'est venu de la part de la population d'écrire un projet de développement économique pour le village sur la base de l'art. Et c'est génial. Et aujourd'hui, donc, vous faites voyager les gens. Vous les amenez à vous suivre dans différents projets plus ou moins fous. Ouais. Vous voyagez en même temps. Vous vous implantez dans des communautés qui le souhaitent. Mais en dehors de ça, est-ce que vous voyagez et comment vous voyagez? Parce que forcément, ça a forcément un impact sur vous et votre façon d'appréhender et d'approcher le monde qui vous entoure. Alors, forcément, il n'y a pas de bucket list où on coche ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je pense que vous avez déjà fait beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui vous fait vibrer encore aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que je ne peux plus voyager de manière classique. Pourquoi? Parce qu'en restant sur des temps longs à l'intérieur des communautés, je me rends compte à quel point quand on vient sur un temps court, on passe à côté de tout. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un rythme qui est le nôtre, dans nos vies quotidiennes, on reste la minorité quelque part. Le vrai voyage doit être un temps long dans lequel on va se fondre pour apprendre les règles du lieu. Et en une semaine et en 2 semaines, on n'a pas le temps. Donc, on survole, on est à la surface. C'est comme si vous me disiez que l'océan n'existe que sur ce qu'il y a sur l'eau. Il y a tout ce qu'il y a dessous. Et on est exactement dans ce cas de figure-là. Donc, je n'aime pas l'idée de voyager court. Et vous arrivez à le faire? De Au ne milieu pas de tous voyager. ces projets, est-ce que vous arrivez à voyager sur des longues périodes? Non. Non, mais moi, comme en 2024, je crois que j'ai passé 6 semaines à Paris. Donc, je vais dire que moi, mon voyage, c'est rentrer. Ouais. Et à la rigueur, c'est redécouvrir la vie de Montmartre, c'est redécouvrir. Parce que c'est pas 6 semaines d'une traite en plus. Non. Non, j'essaie de. Non, moi, c'est revenir, mais ça fait 7 ans que je vis avec une valise toujours ouverte dans la pièce où je suis. Là, si vous allez dans la chambre à côté, il y a une valise. C'est pas les blagues, alors qu'il y a des pièces. Non, il y a une valise parce que je vais en faire une. Et si je vous donne le calendrier des prochaines semaines, c'est un peu effrayant, mais c'est un mode de vie. Je pense que du Maroc et de Dar es Salaam, j'ai appris le nomadisme. Voilà, donc je suis un vrai amazir pour ça. Merci beaucoup, Thierry. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Avec plaisir. J'ai une question un peu signature à la fin de chaque entretien. Ouais. Et de savoir un petit peu si, après cette conversation, vous avez envie de passer le micro à une autre personnalité qui fait partie de votre réseau, ou pas forcément, mais une personne que vous aimeriez que j'aille interroger sur ces mêmes thématiques. Une excellente question. Oui, plein. Il faut que vous fassiez plein d'interviews. Il y a, qui m'a énormément inspiré aujourd'hui dans mon entourage, il y a Gabrielle Alpern, qui est une philosophe qui parle d'hybridation et qui a écrit un livre, Une conversation croisée avec un créateur d'hôtel que j'aime beaucoup et c'est pour repenser l'hospitalité. En fait, elle pense qu'on a tous intérêt à devenir hybridés, que notre salut passera par l'hybridation. On ne peut pas être qu'une seule chose. Et effectivement, moi, je passe de l'hospitalité à la régénération, de la régénération à l'hospitalité. Et sa vision du monde est formidable, très, très enrichissante. Et très positive. Oui, mais dès que les personnes font des choses, vraiment, vous allez voir que c'est toujours la même chose, c'est qu'on est saturé de médias
qui mettent une loupe, d'accord, que sur les problèmes. Donc on va vous dire qu'il y a des choses horribles dans tel ou tel et tel pays, des exactions abominables, mais on oublie de vous montrer tout ce qu'il y a de magnifique à côté. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le monde était nous dans ces deux fauteuils en train de converser, les médias aujourd'hui vous montreraient que le dessous de cette tasse. Et ce n'est pas le monde. Et donc, dès que vous commencez à écouter une personne réellement, il y a des choses formidables à dire. Vraiment. Donc, une autre pourrait être Françoise Nissen, qui va vous faire voyager par tous les livres qu'Actes Sud peut éditer, et qui est, pareil, d'un enthousiasme et d'une énergie extraordinaire. Ça, ce serait deux belles personnes à prendre place dans ce fauteuil. Elles vont me détester de les citer. De les mettre dans la lumière. Voilà, mais oui, ce sont deux personnes qui m'inspirent énormément au quotidien. Très bien. Merci beaucoup Thierry. Merci. C'était un plaisir. J'espère que ce nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage, vous a plu et que la vision et les mots de Thierry vous inspireront autant qu'ils m'inspirent au quotidien. On se voit très vite pour un autre épisode, dans un nouvel endroit avec d'autres invités, mais toujours la même question, comment le voyage nous transforme.